Vous savez, la plupart des gens pensent que nos institutions européennes sont protégées par des systèmes de sécurité infaillibles, que les diplomates qui siègent au Parlement européen sont des gardiens incorruptibles de nos secrets d'État. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'un homme de 58 ans nommé Philipp Schneider et 15 années de trahison méthodique au cœur même de Strasbourg brisent complètement cette illusion et révèlent une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Michel Dubois. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces récits, qui révèlent les faces cachées de notre monde, vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos histoires profondément révélatrices et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces récits qui changent notre perception de la réalité. Philipp Schneider avait tout pour être l'incarnation parfaite du diplomate européen. Chaque matin, à 7h30 précise, il descendait de sa Mercedes noire devant le majestueux bâtiment du Parlement européen de Strasbourg. Costume anthracite impeccablement taillé, mallette en cuir italien, lunettes fines qui lui donnaient cet air intellectuel si prisé dans les cercles diplomatiques. Les agents de sécurité le saluaient avec déférence. « Bonjour, monsieur l'ambassadeur », disait-il. Et Philippe répondait toujours d'un sourire chaleureux et d'un « bonjour, mes amis » qui résonnait avec cette sincérité apparente qui avait fait sa réputation. Pendant 15 ans, Philipp Schneider avait été le visage même de la diplomatie française au sein des institutions européennes. Spécialiste des relations avec l'Europe de l'Est, il parlait couramment le russe, l'allemand et l'anglais. Ses collègues l'admiraient pour sa connaissance encyclopédique des dossiers géopolitiques, sa capacité à dénouer les négociations les plus complexes. Isabelle, sa femme depuis 32 ans, était fière de présenter son mari lors des réceptions diplomatiques. « Philippe connaît l'Europe comme sa poche », disait-elle, avec cette fierté conjugale qui illuminait son visage. Mais ce matin, du 15 mars 2023, quelque chose était différent dans le regard de Philippe. Une tension presque imperceptible crispait ses traits, habituellement sereins. Il traversa le hall de marbre du Parlement avec sa démarche assurée habituelle, mais ses yeux scrutaient discrètement chaque visage, chaque mouvement autour de lui. Car Philipp Schneider portait un secret qui, s'il était découvert, ferait trembler les fondations même de l'Union européenne. Dans son bureau au 7e étage, avec vue imprenable sur la cathédrale de Strasbourg, Philippe s'installa derrière son imposant bureau d'acajou. Les murs étaient ornés de photographies le montrant aux côtés de chefs d'État, de ministres, de personnalités influentes. Une vie entière dédiée au service de la France et de l'Europe, du moins en apparence. Il ouvrit sa mallette et en sortit un dossier marqué « Confidentiel, défense », des documents sur la nouvelle stratégie de cybersécurité européenne que seule une poignée de personnes au monde étaient autorisées à consulter. Philippe feuilleta les pages avec la méticulosité d'un homme habitué à manipuler des informations sensibles, mais ce qu'il faisait, à ce moment-là, n'avait rien à voir avec ses fonctions officielles. Il photographiait discrètement certaines pages avec un téléphone spécialement modifié, dissimulé dans un stylo de luxe. Chaque clic de l'appareil photo capturait des secrets d'État d'une valeur inestimable. Des informations qui, dans quelques heures, traverseraient l'Europe pour atterrir dans les bureaux feutrés du SVR, les services de renseignement extérieurs russes à Moscou, car Philipp Schneider menait une double vie depuis exactement 15 ans, 3 mois et 12 jours. Officiellement, il était l'un des diplomates les plus respectés de France. Officieusement, il était l'agent Charlemagne, l'une des sources les plus précieuses que la Russie ait jamais eues au cœur des institutions européennes. Et personne, absolument personne dans son entourage ne soupçonnait la vérité.
À 11h45, Philippe quitta son bureau pour se rendre à la cafétéria du Parlement. Il commanda son café habituel, un expresso serré, et s'installa à une table près de la fenêtre. Apparemment, il consultait ses emails sur son téléphone professionnel. En réalité, il utilisait une application de messagerie cryptée pour envoyer un message codé à son contact russe. Les roses de Strasbourg fleurissent tôt cette année. Une phrase anodine qui signifiait que de nouvelles informations étaient prêtes à être transmises. Mais ce que Philippe ne savait pas, c'est qu'à 200 km de là, dans les bureaux discrets de la DGSE à Paris, une équipe d'analystes venait de faire une découverte qui allait changer le cours de sa vie. Depuis des mois, il traquait une fuite au sein des institutions européennes. Des informations classifiées se retrouvaient mystérieusement entre les mains des services russes avec une régularité troublante. Et leur enquête venait de révéler un schéma inquiétant. Toutes ces fuites avaient un point commun. L'agent Sarah Moreau, 34 ans, spécialiste en contre-espionnage, fixait son écran d'ordinateur avec une concentration intense. Devant elle s'étalaient des mois d'analyse, de métadonnées, de recoupement téléphonique, de surveillance électronique. Et un nom revenait sans cesse dans ses recherches, Philippe Schneider. « C'est impossible, murmura-t-elle à son collègue. Schneider est au-dessus de tout soupçon. Il a une réputation irréprochable. Mais les preuves s'accumulaient inexorablement. Les dates de transmission des documents coïncidaient parfaitement avec les déplacements de Philippe. Ses accès aux dossiers classifiés correspondaient exactement aux informations qui se retrouvaient ensuite à Moscou. Sarah sentit son estomac se nouer. Si leurs soupçons étaient fondés, ils venaient de découvrir l'une des plus importantes affaires d'espionnage de l'histoire moderne européenne. Pendant ce temps, à Strasbourg, Philippe terminait tranquillement son café, inconscient que sa couverture était en train de s'effriter à Paris. Il retourna à son bureau, salua sa secrétaire Martine avec son sourire habituel et ferma la porte derrière lui. Il avait encore 3 dossiers sensibles à photographier avant la fin de la journée. Des informations sur les sanctions économiques que l'Europe préparait contre la Russie, des détails sur les négociations secrètes avec l'Ukraine, des stratégies de défense cybernétique d'une importance cruciale. À 17h30, Philippe rangea méticuleusement son bureau, comme chaque soir depuis 15 ans. Il glissa le téléphone espion dans la doublure secrète de sa mallette, vérifia que tous les documents étaient remis à leur place exacte. Rien ne devait éveiller le moindre soupçon. Il enfila son manteau, souhaita une bonne soirée à Martine et se dirigea vers l'ascenseur. Mais alors qu'il attendait l'ascenseur, son téléphone personnel vibra. Un message de sa femme Isabelle. « Chérie, des hommes en costume sont venus à la maison cet après-midi. Ils ont dit qu'ils étaient de ton ministère et qu'ils reviendraient demain matin pour te parler. J'espère que tout va bien. Je t'aime. » Philippe sentit le sang se glacer dans ses veines. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Il connaissait suffisamment le monde du renseignement pour comprendre ce que cela signifiait. Après 15 années de trahison parfaite, l'étau venait de se resserrer autour de lui, et il ne lui restait peut-être que quelques heures avant que sa double vie ne s'effondre comme un château de cartes. Mais comment un homme respecté, père de famille, pilier de la diplomatie française, en était-il arrivé à vendre les secrets de son propre pays ? Quelle série d'événements avait pu transformer Philippe Schneider en l'agent Charlemagne ? Et surtout, que s'était-il passé ce fameux jour de 2008 à Moscou qui avait tout changé ? Pour comprendre comment Philippe Schneider était devenu l'agent Charlemagne, il faut remonter à l'automne 2008. Philippe avait alors 43 ans et traversait ce que sa femme Isabelle appelait discrètement sa crise de la quarantaine. 15 années de carrière diplomatique l'avaient mené à un poste respectable, mais pas exceptionnel au ministère des Affaires étrangères. Autour de lui, des collègues moins brillants gravissaient les échelons plus rapidement, obtenaient les postes prestigieux qu'il convoitait secrètement. « Je mérite mieux que ça », se répétait-il souvent en regardant son reflet
dans le miroir de son bureau parisien. Philippe avait toujours eu cette soif de reconnaissance qui le rongeait de l'intérieur. Fils d'un petit fonctionnaire de province, il avait gravi chaque échelon par son mérite, sa culture, son intelligence. Mais à 43 ans, il commençait à comprendre que le mérite ne suffisait pas toujours dans les hautes sphères de la diplomatie française. C'est dans cet état d'esprit qu'il reçut sa mission pour Moscou en octobre 2008, une négociation commerciale de routine entre la France et la Russie, le genre de dossier qu'on confie aux diplomates compétents mais pas indispensables. Philippe accepta avec son professionnalisme habituel, mais une amertume sourde lui serrait la gorge. Encore une mission de second plan, encore une occasion manquée de briller vraiment. L'avion atterrit à l'aéroport Domodedovo par un après-midi gris et froid de novembre. Philippe fut accueilli par l'équipe de l'ambassade de France et installé dans une suite du prestigieux hôtel Métropole, face au théâtre Bolchoï. Moscou l'impressionna immédiatement par sa grandeur théâtrale, ses dorures, cette atmosphère de pouvoir qui flottait dans chaque rue du centre historique. Pour la première fois depuis des mois, Philippe se sentait à sa place dans un décor à la hauteur de ses ambitions. Les négociations se déroulaient dans les bureaux feutrés du ministère russe du commerce, près de la place Rouge. Philippe découvrit rapidement que ses interlocuteurs russes étaient d'un niveau exceptionnel, cultivés, polyglottes, fins connaisseurs des subtilités géopolitiques européennes. Et parmi eux, un homme attira particulièrement son attention. Viktor Petrov, 50 ans, officiellement conseiller commercial, mais dont l'intelligence perçante et la culture encyclopédique trahissaient des fonctions bien plus importantes. « Monsieur Schneider, lui dit Victor lors d'une pause, votre analyse de la situation énergétique européenne est remarquable. Vous avez une vision stratégique que j'aimerais approfondir avec vous. » Philippe sentit une bouffée de fierté l'envahir. Enfin, quelqu'un reconnaissait sa valeur intellectuelle. Victor l'invita à dîner dans un restaurant discret du quartier Arba pour discuter de géopolitique entre hommes cultivés. Ce dîner changea la vie de Philippe. Victor était fascinant, érudit, capable de parler d'histoire européenne, de littérature russe, de stratégie militaire avec une aisance déconcertante. Il écoutait Philippe avec une attention flatteuse, posait des questions pertinentes, valorisait ses opinions. Pour la première fois depuis des années, Philippe se sentait vraiment respecté pour son intelligence. « Vous savez, Philippe, lui dit Victor vers la fin du repas, la France a de la chance d'avoir des diplomates de votre calibre. Mais j'ai l'impression que votre pays ne mesure pas toujours la valeur de ses meilleurs éléments. » Cette phrase résonna en Philippe comme une révélation. Victor avait mis le doigt sur sa frustration la plus profonde. Mais Victor était bien plus qu'un simple admirateur. Colonel du SVR en mission de recrutement, il avait étudié le profil psychologique de Philippe pendant des semaines. Il connaissait sa frustration professionnelle, ses difficultés financières cachées, les frais de scolarité privés de ses enfants, le train de vie bourgeois qu'il peinait à maintenir avec son salaire de fonctionnaire. Victor savait exactement quel bouton psychologique presser. Au cours des jours suivants, Victor multiplia les attentions. Invitations dans des lieux prestigieux, cadeaux de luxe, en souvenir de Moscou, discussions passionnantes sur l'avenir de l'Europe. Philippe se sentait enfin traité comme l'intellectuel brillant qu'il savait être. Victor lui parlait d'égal à égal, le consultait sur des questions géopolitiques complexes, valorisait ses analyses. « Philippe, lui dit Victor lors de leur dernière soirée, j'ai une proposition à vous faire. Mes supérieurs aimeraient bénéficier régulièrement de vos analyses sur la situation européenne. Rien d'officiel, bien sûr, juste des échanges intellectuels entre experts. Et naturellement, nous serions prêts à vous dédommager pour le temps que vous y consacreriez. » Philippe sentit son cœur s'accélérer. Victor parlait de 5 000 € par mois pour quelques analyses géopolitiques, une somme qui résoudrait instantanément ses problèmes financiers et reconnaîtrait enfin sa valeur intellectuelle.
Il ne s'agit que d'opinions personnelles, précisa Victor, des réflexions sur les tendances politiques européennes, rien de confidentiel. Cette nuit-là, dans sa suite du Métropole, Philippe ne dormit pas. Il se répétait que ce n'était qu'un échange intellectuel rémunéré, que ses analyses personnelles n'engageaient que lui, que la Russie et la France étaient des pays amis. Il se convainquait que cette collaboration était même bénéfique pour améliorer les relations franco-russes. Le lendemain matin, Philippe accepta la proposition de Victor. Ils échangèrent des contacts cryptés, établirent un protocole de communication sécurisé. Victor lui remit une première enveloppe contenant 5 000 € en liquide pour vos premières analyses, dit-il avec un sourire chaleureux. Philippe glissa l'enveloppe dans sa mallette en se répétant qu'il ne faisait rien de mal. De retour à Paris, Philippe commença à envoyer ses analyses géopolitiques à Victor. Au début, il s'agissait effectivement d'opinions personnelles sur la situation politique européenne. Mais progressivement, Victor orienta ses demandes vers des informations plus précises. Pouvez-vous me confirmer les rumeurs sur la position française dans les négociations énergétiques? Avez-vous des détails sur la stratégie européenne vis-à-vis de l'Ukraine? Philippe franchit la ligne rouge par petites étapes, presque sans s'en rendre compte. Chaque information transmise semblait anodine, prise isolément. Chaque justification paraissait raisonnable. Et chaque mois, l'enveloppe de Victor tombait sur son compte bancaire suisse, résolvant ses problèmes financiers et flattant son ego. En 2010, quand Philippe obtint son poste au Parlement européen de Strasbourg, Victor jubila discrètement. Son investissement venait de prendre une valeur stratégique considérable. Philippe aurait désormais accès aux documents les plus sensibles de l'Union européenne. Et après 2 années de collaboration, il était trop impliqué pour faire marche arrière. « Félicitations pour votre nomination », lui écrivit Victor. « Vos nouvelles responsabilités vont vous permettre d'approfondir encore vos analyses de la situation européenne. » Philippe comprit le message. Il n'était plus seulement un consultant rémunéré. Il était devenu l'agent Charlemagne, nom de code que Victor lui attribua avec un sourire ironique. Pendant 13 ans, Philippe perfectionna son système. Il développa des techniques sophistiquées pour photographier les documents, établit des protocoles de transmission ultra sécurisés, créa des justifications plausibles pour ses accès aux dossiers sensibles. Il devint l'espion parfait, invisible, efficace, au-dessus de tout soupçon. Mais en ce soir de mars 2023, en lisant le message d'Isabelle sur son téléphone, Philippe réalisa que sa double vie touchait à sa fin. Les hommes en costume de son ministère n'étaient pas venus pour une visite de courtoisie. Après 15 années de trahison parfaite, quelqu'un avait enfin découvert l'existence de l'agent Charlemagne. Philippe monta dans sa Mercedes, les mains tremblantes. Il devait prendre une décision cruciale dans les prochaines heures. Avouer et espérer la clémence de la justice française, ou activer le plan d'évasion que Victor lui avait fourni des années plus tôt, au cas où, un plan qu'il avait toujours espéré ne jamais avoir à utiliser, mais qui représentait désormais sa seule chance de survie. Mais comment annoncer à Isabelle, à ses enfants Mathieu et Claire, que leur mari et père respecté était en réalité un traître à la patrie? Et surtout, était-il prêt à abandonner sa famille, sa vie, son pays, pour sauver sa peau? La route vers sa maison de Strasbourg n'avait jamais paru aussi longue, et chaque kilomètre le rapprochait d'un choix qui allait déterminer le reste de son existence. Philippe gara sa Mercedes dans l'allée de sa villa bourgeoise de Strasbourg, mais resta assis au volant pendant de longues minutes, fixant les fenêtres éclairées de sa maison. Derrière ces murs de pierre blonde, Isabelle préparait probablement le dîner en écoutant France Inter, comme chaque soir depuis 32 ans. Cette routine rassurante qui avait rythmé leur vie conjugale allait peut-être s'arrêter ce soir même. Il poussa la porte d'entrée et fut accueilli par l'odeur familière du bœuf bourguignon d'Isabelle. « Bonsoir chérie », lança-t-elle depuis la cuisine. « Tu as eu mon message ?» Ces hommes étaient très polis.
mais ils avaient l'air sérieux. Philippe sentit sa gorge se serrer. Isabelle avait cette intuition féminine qui lui permettait de déceler les tensions, même quand il s'efforçait de paraître normal. « Oui, j'ai vu », répondit-il, en s'efforçant de garder un ton désinvolte. « Probablement une enquête de routine sur la sécurité. Tu sais, avec les tensions géopolitiques actuelles, il vérifie tous les diplomates qui ont accès aux dossiers sensibles. » Isabelle le rejoignit dans l'entrée, et Philippe vit dans ses yeux cette inquiétude qu'elle tentait de masquer par un sourire. « Philippe, tu es sûr que tout va bien ? Depuis quelques semaines, tu sembles préoccupé. Tu te réveilles la nuit, tu vérifies constamment ton téléphone. » Elle posa sa main sur son bras avec cette tendresse conjugale qui lui brisa le cœur. Comment cette femme qu'il aimait depuis plus de 3 décennies pourrait-elle comprendre qu'elle avait partagé sa vie avec un traître ? Pendant le dîner, Philippe joua la comédie de la normalité, mais son esprit fonctionnait à pleine vitesse. Il évaluait ses options, calculait ses chances, anticipait les mouvements de ses poursuivants. À Paris, l'agent Sarah Moreau et son équipe avaient probablement passé la journée à rassembler les preuves contre lui. Combien de temps avant qu'ils obtiennent un mandat d'arrêt ? Combien d'heures avant que sa photo ne s'affiche sur tous les écrans de surveillance de France ? Vers 22 heures, Isabelle monta se coucher en l'embrassant tendrement. « Ne travaille pas trop tard », lui dit-elle. Philippe attendit d'entendre sa respiration régulière à l'étage, puis descendit dans son bureau. Il ouvrit le coffre-fort, dissimulé derrière sa bibliothèque, et en sortit un téléphone satellite que Victor lui avait remis des années plus tôt. Un appareil qu'il n'avait jamais utilisé, réservé aux situations d'urgence absolue. Le téléphone se connecta automatiquement à un réseau crypté. Philippe composa le numéro d'urgence que Victor lui avait fait mémoriser. Après 3 sonneries, une voix féminine répondit en russe « Magasin Zacré ». « Le magasin est fermé ». Philippe répondit par le code convenu. « Mais j'ai besoin de pain pour demain ». Un silence, puis « Restez en ligne ». 2 minutes plus tard, la voix familière de Victor résonna dans l'écouteur. « Mon cher Philippe, je me doutais que vous appelleriez ce soir. Nos amis français sont remarquablement efficaces quand ils s'y mettent. » Le ton était calme, presque amusé, mais Philippe y décela une tension sous-jacente. « Victor, ils savent. Je ne sais pas comment, mais ils savent. »« Nous le savons aussi, » répondit Victor. « Nos sources nous ont prévenus il y a 6 heures. L'agent Moreau de la DGSE a obtenu l'autorisation de vous placer sous surveillance étroite dès demain matin. Vous avez environ 8 heures avant qu'ils ne viennent lui frapper à votre porte. » Philippe sentit ses jambes se dérober sous lui. 8 heures pour dire adieu à sa vie. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il, d'une voix qu'il ne reconnut pas. Victor lui expliqua le protocole d'exfiltration avec la précision d'un professionnel. Une voiture l'attendrait à 4 heures du matin au parking du centre commercial de Haute-Pierre. De là, un réseau de contacts le conduirait vers l'Allemagne, puis la Pologne, et finalement Moscou. Vous devez partir seul, Philippe. Aucun bagage, aucun contact avec votre famille, c'est votre seule chance. Après avoir raccroché, Philippe resta immobile dans son bureau pendant 1 heure entière. Autour de lui, les photos de sa famille le regardaient, comme autant d'accusations silencieuses. Mathieu et Claire lors de leur remise de diplôme, Isabelle et lui devant la Tour Eiffel pour leurs 20 ans de mariage, les vacances en Provence, les Noëls en famille, toute une vie qu'il allait devoir abandonner. Il monta à l'étage et observa Isabelle endormie. Dans la pénombre, elle avait encore ce visage paisible qu'il avait appris à aimer quand ils étaient étudiants à Sciences Po. Il caressa doucement ses cheveux grisonnants, respirant une dernière fois son parfum familier. « Pardonne-moi » murmura-t-il dans l'obscurité. À 3h30, Philippe descendit silencieusement au rez-de-chaussée. Il rédigea une lettre qu'il laissa sur la table de la cuisine. « Ma chérie, je dois partir pour une mission urgente. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais sache que je t'aime plus que tout au monde. Prends soin de toi et des enfants. Philippe. » Des mots pathétiquement insuffisants pour expliquer l'inexplicable. Il sortit de la maison, sans se retourner, et marcha jusqu'au parking de Haute-Pierre. Une Peugeot noire l'attendait, moteur tournant. Le conducteur, un homme d'une 40aine d'années au visage impassible,
ne prononça pas un mot. Philippe monta à l'arrière et la voiture démarra immédiatement vers l'autoroute A4 en direction de l'Allemagne. Pendant ce temps, à Paris, l'agent Sarah Moreau terminait de préparer l'arrestation de Philippe Schneider. Elle avait passé la nuit à rassembler les dernières preuves, à coordonner avec ses homologues de Strasbourg, à finaliser les mandats. À 6 heures du matin, elle donna l'ordre à l'équipe d'intervention de se rendre au domicile de Philippe. À 6h15, Isabelle fut réveillée par des coups puissants à la porte. Elle descendit en robe de chambre et découvrit 6 hommes en costume sombre qui lui présentèrent leur carte de la DGSE. « Madame Schneider, nous devons parler à votre mari de toute urgence. » Isabelle les fit entrer, puis monta réveiller Philippe. Elle trouva le lit vide et la lettre sur la table de la cuisine. Quand elle lut les mots de Philippe, Isabelle sentit son monde s'effondrer. Pas à cause de la mission urgente. Elle avait l'habitude des départs impromptus de son mari, mais à cause de quelque chose dans le ton de la lettre, une finalité qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Elle redescendit vers les agents avec un pressentiment terrible. « Il est parti », dit-elle simplement. L'agent responsable, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, échangea un regard inquiet avec ses collègues. « Madame Schneider, votre mari fait l'objet d'une enquête pour espionnage au profit d'une puissance étrangère. Nous devons fouiller votre domicile et vous demander de nous accompagner pour un interrogatoire. » Isabelle s'effondra sur une chaise de la cuisine. Le mot « espionnage » résonnait dans sa tête comme une sentence incompréhensible. Son Philippe, diplomate respecté, père de famille exemplaire, espion, c'était impossible, grotesque, impensable. Mais alors, pourquoi était-il parti? Et pourquoi cette lettre sonnait-elle comme un adieu définitif? À 200 kilomètres de là, Philippe traversait la frontière allemande, dans le coffre de la Peugeot, dissimulé sous une bâche. Il pensait à Isabelle découvrant la vérité, à ses enfants apprenant que leur père était un traître. Il imaginait les gros titres des journaux, la honte qui s'abattrait sur sa famille. 15 années de trahison pour en arriver à fuir comme un criminel vers un pays qui n'était pas le sien. Mais il était trop tard pour les regrets. Philippe Schneider, diplomate français, venait de mourir. Seul l'agent Charlemagne survivrait désormais quelque part entre l'Allemagne et la Russie, emportant avec lui les secrets les plus précieux de l'Europe. Et derrière lui, à Strasbourg, une femme découvrait que l'homme qu'elle avait aimé pendant 32 ans n'avait peut-être jamais vraiment existé. La Peugeot noire roulait depuis 4 heures sur les autoroutes allemandes quand Philippe sentit le véhicule ralentir et quitter la voie principale. À travers les interstices de la bâche qui le dissimulait, il aperçut les structures métalliques d'une station-service isolée près de la frontière tchèque. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le conducteur ne l'entende. « Sortez », dit l'homme en français avec un accent slave prononcé. Philippe émergea du coffre, les membres ankylosés, et découvrit un paysage de campagne allemande baigné par les premières lueurs de l'aube. Une Mercedes aux vitres teintées l'attendait, moteur tournant. Le transfert se fit en quelques secondes. Sans un mot, Philippe comprit qu'il venait de franchir une nouvelle étape dans sa fuite vers l'inconnu. Le nouveau conducteur était plus loquace. « Monsieur Charlemagne, dit-il en russe, je suis Dimitri. Dans 6 heures, vous serez en sécurité. » Philippe tressaillit en entendant son nom de code. Après 15 ans d'utilisation secrète, ce pseudonyme résonnait désormais comme sa véritable identité. Philippe Schneider appartenait au passé. Pendant ce temps, à Strasbourg, Isabelle subissait son 3e interrogatoire consécutif. L'agent Sarah Moreau la questionnait avec une patience professionnelle, mais Isabelle ne pouvait fournir que des réponses sincères et désespérées. « Je vous jure que je ne savais rien. Philippe était un mari attentionné, un père exemplaire. Comment aurait-il pu... » Sa voix se brisa. Les preuves s'accumulaient contre son mari, et chaque révélation la plongeait un peu plus dans l'incrédulité. Sarah Moreau étala sur la table les photos prises par la surveillance. Philippe photographiant des documents secrets, ses rencontres discrètes avec des contacts suspects, ses virements bancaires vers un compte suisse. « Madame Schneider, votre mari a touché plus de 900 000 € en 15 ans.
Vous n'avez jamais remarqué cette aisance financière inhabituelle? Isabelle fixait les images avec horreur. Cet homme sur les photos ressemblait à son mari, mais ses gestes, son expression, tout semblait différent. Il disait que ses primes diplomatiques avaient augmenté, que ses missions à l'étranger étaient mieux rémunérées. Elle réalisa soudain combien d'explications elle avait acceptées sans les questionner, combien de mensonges elle avait gobés par amour et par confiance. À 14 heures, Sarah reçut un appel urgent de son supérieur. « Moreau, on a un problème. » Schneider vient d'être repéré à la frontière polonaise. Il se dirige vers l'Est. Si on ne l'intercepte pas dans les prochaines heures, il va disparaître définitivement. Sarah sentit son estomac se nouer. Un espion français, en fuite vers la Russie, représentait un cauchemar géopolitique. La Mercedes de Philippe traversait maintenant les plaines polonaises, sous un ciel plombé. Dimitri lui expliquait la suite du voyage. « Nous allons prendre un avion privé à Cracovie, vol direct vers Kaliningrad, puis transfert vers Moscou. Dans 12 heures, vous serez sous la protection de nos services. » Philippe acquiesçait mécaniquement, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Mathieu et Claire, ses enfants qui allaient apprendre la vérité par les journaux télévisés. Son téléphone personnel vibra. Un message de Mathieu. « Papa, maman nous a appelés. Qu'est-ce qui se passe? Les journalistes campent devant chez elle. Rappelle-nous, s'il te plaît. » Philippe éteignit l'appareil d'un geste brusque. Chaque contact avec sa famille mettrait en danger sa fuite et leur sécurité. Il était désormais seul au monde. À l'aéroport de Cracovie, un jet privé les attendait sur le tarmac. Philippe monta à bord sans regarder en arrière. L'appareil décolla immédiatement vers l'enclave russe de Kaliningrad. Pendant le vol, Philippe contemplait l'Europe qui défilait sous lui, ce continent qu'il avait servi officiellement pendant 20 ans et trahi secrètement pendant 15. Il ne le reverrait probablement jamais. L'avion atterrit à Kaliningrad dans l'après-midi. Philippe fut immédiatement transféré dans un autre appareil, plus imposant, aux couleurs de l'aviation civile russe. Cette fois, la destination finale était Moscou. Pendant les 2 heures de vol, Philippe tenta de faire le bilan de sa vie. À 58 ans, il abandonnait tout. Sa famille, sa carrière, son pays, son identité. Pourquoi? Pour sauver sa peau et éviter la prison à vie. L'avion se posa à l'aéroport de Domodedovo, le même où Philippe avait atterri 15 ans plus tôt pour cette mission qui avait changé sa vie. Une limousine noire l'attendait. À son bord, Victor Petrov l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue chez vous, Philippe, ou devrais-je dire, bienvenue à la maison, Charlemagne. » Victor avait vieilli, ses cheveux étaient maintenant entièrement gris, mais son regard conservait cette intelligence perçante qui avait séduit Philippe des années plus tôt. « Vous avez fait le bon choix, » dit-il. « La prison française n'aurait pas été tendre avec un espion de votre calibre. Ici, vous serez respecté pour vos services exceptionnels. » La limousine traversa Moscou dans la lumière dorée du couchant. Philippe reconnaissait les lieux de son recrutement, le théâtre Bolchoï, la place Rouge, l'hôtel Métropole. Mais cette fois, il n'était plus un diplomate français en visite. Il était un transfuge, un homme sans retour possible. Victor l'installa dans un appartement sécurisé du centre de Moscou, un logement luxueux mais qui ressemblait davantage à une prison dorée qu'à un foyer. « Vous aurez besoin de temps pour vous adapter, » expliqua Victor. « Une nouvelle identité vous sera fournie dans quelques jours. Vous travaillerez comme consultant pour nos services en analysant la politique européenne. Votre expertise nous sera précieuse. » Seul dans cet appartement moscovite, Philippe s'effondra sur le canapé. La télévision diffusait les informations françaises. Sa photo s'étalait sur tous les écrans, accompagnée du titre « Espion français en fuite vers la Russie ». Les journalistes évoquaient la plus grave affaire d'espionnage depuis la guerre froide, une trahison qui ébranle les fondements de la sécurité européenne. Il changea de chaîne et tomba sur une interview d'Isabelle, filmée devant leur maison de Strasbourg. Elle avait les yeux rouges, le visage défait, mais gardait cette dignité
qui l'avait toujours caractérisé. « Je ne comprends pas », disait-elle à la journaliste. Philippe était un homme bon, un père aimant. Je refuse de croire qu'il ait pu trahir son pays. Il doit y avoir une explication. Philippe éteignit brutalement la télévision. Voir Isabelle défendre encore sa mémoire alors qu'il l'avait abandonnée était insupportable. Il réalisa qu'il venait de détruire non seulement sa propre vie, mais aussi celle de la femme qu'il aimait et de ses enfants. Sa trahison les poursuivrait toute leur existence. Son téléphone russe sonna. Victor lui annonçait qu'une conférence de presse était prévue le lendemain au ministère des Affaires étrangères russe. « Vous n'y participerez pas, bien sûr, mais nous confirmerons officiellement que vous avez demandé l'asile politique en Russie. Cela rendra votre retour en France définitivement impossible. » Philippe raccrocha et se dirigea vers la fenêtre. Moscou s'étendait à perte de vue, illuminé par des millions de lumières. Quelque part dans cette immensité, il allait devoir reconstruire une vie. Mais pouvait-on vraiment recommencer à zéro, à 58 ans, quand on avait tout perdu par sa propre faute? Il pensa à la phrase que Victor lui avait dite 15 ans plus tôt. « Vous méritez mieux que ce que la France vous offre. » Aujourd'hui, Philippe comprenait l'amère ironie de ces mots. Il avait effectivement obtenu mieux. Une fortune cachée, la reconnaissance de ses talents, une vie de luxe. Mais le prix à payer était sa famille, son honneur, son âme. Demain, Philippe Schneider n'existerait plus, officiellement. Seul subsisterait l'agent Charlemagne, fantôme de lui-même dans un pays qui n'était pas le sien. Et quelque part en France, une femme et 2 enfants apprendraient à vivre avec la honte d'un nom désormais synonyme de trahison. 6 mois après sa fuite, Philippe Schneider, désormais officiellement Alexeï Volkov selon ses nouveaux papiers russes, se réveillait chaque matin dans son appartement moscovite avec la même sensation d'irréalité. Par la fenêtre de sa chambre, il contemplait les coupoles dorées de la cathédrale du Christ Sauveur, symbole d'une Russie qu'il découvrait jour après jour sans jamais vraiment l'apprivoiser. Sa nouvelle vie avait pris une routine mélancolique. Consultant officiel pour l'Institut d'études européennes de Moscou, il analysait les politiques de l'Union européenne pour ses anciens ennemis. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait trahi l'Europe continuait à la servir, mais du mauvais côté de l'histoire. Ses rapports étaient brillants, ses analyses précieuses, mais chaque mot écrit lui rappelait ce qu'il avait perdu. Victor Petrov lui rendait visite régulièrement, toujours avec ce sourire paternel qui masquait mal sa satisfaction professionnelle. « Vous vous adaptez remarquablement bien », lui disait-il. « Vos analyses sur la politique énergétique européenne sont exceptionnelles. Mes supérieurs sont très satisfaits de notre investissement. » Philippe acquiesçait poliment, mais le mot « investissement » résonnait douloureusement. Il n'était plus un homme, juste un actif stratégique. Ce matin de septembre 2023, Victor apportait des nouvelles de France qui allaient pas bouleverser Philippe. « Votre femme a demandé le divorce », annonça-t-il sans ménagement. Elle a également changé de nom. Elle s'appelle désormais Isabelle Moreau, son nom de jeune fille. Vos enfants ont fait de même. Philippe sentit son cœur se briser définitivement. Sa famille effaçait jusqu'à son nom de leur existence. Il y a autre chose, continua Victor en sortant une tablette de sa mallette. Votre fils Mathieu a donné une interview à France 2 la semaine dernière. Il lança la vidéo. Philippe vit son fils, maintenant âgé de 29 ans, face à la caméra. Mathieu avait maigri, ses traits s'étaient assez durcis, mais il parlait avec une détermination froide qui glaça Philippe. « Mon père était un homme que j'admirais », disait Mathieu. « Aujourd'hui, je comprends que cet homme n'a jamais existé. Philippe Schneider était un mensonge vivant. Ma sœur et moi avons grandi dans l'ombre d'un fantôme. Nous devons maintenant reconstruire nos vies, sans ce poids. » La caméra zooma sur son visage quand il ajouta « Si mon père nous regarde quelque part, qu'il sache que nous ne lui pardonnerons jamais. » Philippe éteignit la tablette d'un geste brusque. Ces mots de Mathieu étaient plus douloureux que toutes les condamnations judiciaires du monde.
Il avait perdu l'amour de ses enfants, et cette perte était irréversible. Victor observait sa réaction avec l'attention clinique d'un psychologue. « C'est le prix de la liberté », dit-il simplement. Mais Philippe commençait à comprendre qu'il n'était pas libre. Il était prisonnier de sa trahison, condamné à vivre dans un pays qui ne serait jamais le sien, entouré de gens qui le respectaient pour ses crimes. Chaque jour, il lisait les journaux européens sur Internet, suivait l'évolution des dossiers qu'il avait contribué à compromettre. L'Union européenne avait renforcé sa sécurité, changé ses protocoles, réorganisé ses services secrets. Son travail de 15 ans était en train d'être méthodiquement démantelé. L'affaire Schneider avait également eu des conséquences géopolitiques majeures. Les relations franco-russes s'étaient encore détériorées, l'Europe avait durci sa position sur l'espionnage russe, de nouveaux accords de sécurité avaient été signés entre les services occidentaux. Philippe réalisait amèrement que sa trahison avait finalement nui aux intérêts russes qu'il était censé servir. Un soir d'octobre, seul dans son appartement, Philippe reçut un appel inattendu. Une voix féminine inconnue lui dit en français « Monsieur Schneider, je suis journaliste au Figaro. Nous préparons un documentaire sur votre affaire. Accepteriez-vous de témoigner ?» Philippe raccrocha immédiatement, mais l'appel le troubla profondément. Même à Moscou, son passé le rattrapait. Il se dirigea vers son bureau et ouvrit le tiroir secret où il conservait les seules photos de sa famille qu'il avait pu emporter. Isabelle lors de leur mariage, Mathieu et Claire enfant, des vacances en Bretagne, des moments de bonheur qu'il avait détruits par sa cupidité et son orgueil. Il caressa doucement le visage d'Isabelle sur la photo. « Pardonne-moi », murmura-t-il, comme il l'avait fait cette nuit de mars avant sa fuite. Philippe comprit alors la véritable leçon de son histoire. Il avait cru que la reconnaissance et l'argent combleraient le vide de sa frustration professionnelle. Il avait pensé que trahir son pays lui donnerait le respect qu'il méritait. Mais au final, il avait tout perdu pour des illusions. La vraie richesse était dans cette famille qu'il avait abandonnée, dans cette vie simple mais authentique qu'il avait méprisée. Victor lui avait menti 15 ans plus tôt. Philippe ne méritait pas mieux que ce que la France lui offrait. Il méritait exactement ce qu'il avait. Une femme aimante, des enfants merveilleux, une carrière honorable, une existence paisible. Mais l'orgueil l'avait aveuglé. Et maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. Aujourd'hui, à 59 ans, Philippe Schneider, alias Alexei Volkov, vit toujours à Moscou. Il continue d'analyser l'Europe pour les services russes, mais ses rapports manquent de la passion d'autrefois. Ses supérieurs le trouvent moins brillant, moins motivé. La vérité, c'est que Philippe a perdu sa raison de vivre. Il a appris par les journaux qu'Isabelle s'était remariée avec un professeur de littérature de Strasbourg, un homme simple et honnête qui lui offre la tranquillité que Philippe n'avait jamais su lui donner. Mathieu a créé une association d'aide aux familles de victimes d'espionnage. Claire travaille pour Médecins sans frontières en Afrique. Ses enfants ont reconstruit leur vie sur des valeurs opposées à celles de leur père. Parfois, Philippe se promène dans les rues de Moscou et croise des familles russes. Il observe les pères avec leurs enfants, les couples qui se tiennent la main, et il mesure l'ampleur de ce qu'il a perdu. L'argent russe lui a donné le confort matériel, mais il lui a volé son âme. L'histoire de Philippe Schneider nous enseigne une vérité universelle. Nous possédons souvent tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Mais l'orgueil et l'envie nous aveuglent. La vraie richesse n'est pas dans la reconnaissance professionnelle ou l'argent facile, mais dans l'amour authentique et l'intégrité personnelle. Quand nous trahissons nos valeurs pour obtenir ce que nous croyons mériter, nous perdons invariablement ce qui avait vraiment de la valeur. Philippe pensait que la France ne reconnaissait pas ses talents. En réalité, il ne reconnaissait pas sa propre chance. Il avait une famille qu'il aimait, un pays qui lui faisait confiance, une vie qui avait du sens. Mais il a tout sacrifié pour une illusion de grandeur qui l'a mené à l'exil et à la solitude. Aujourd'hui,
quelque part entre les murs de son appartement moscovite, un homme de 59 ans comprend enfin que le bonheur n'était pas dans ce qu'il convoitait, mais dans ce qu'il possédait déjà. Et cette révélation, aussi juste soit-elle, arrive 15 ans trop tard, car certaines trahisons ne se pardonnent jamais, et certains choix ne se rattrapent jamais.